Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Sony Xperia Z5 Premium. Dans la boîte, vous avez le manuel d'utilisation. Ici, vous avez tout ce qui est bloc pour recharger et le câble USB, micro USB juste ici. Côté spec, le Z5P, c'est un terminal qui tourne sur Android Lollipop avec la mise à jour Marshmallow qui est prévue. On a un écran de 5.5 pouces en 2160 par 3840, c'est du 4K, c'est un des premiers, voire il me semble que c'est le premier smartphone avec un écran 4K, c'est une densité vraiment élevée, de fait ça fait 806 ppi, c'est un écran de type IPS LCD. On a un Snapdragon 810 quad-core 1,5 quad-core 2 GHz, 32 Go de mémoire interne avec possibilité d'ajouter jusqu'à 200 Go en plus via micro SD, 3 Go de RAM, 23 mégapixels, flash LED, appareil photo de 5,1 mégapixels et une grosse batterie de 3430 mAh. Le terminal est compatible Quick Charge 2.0, donc vous pourrez le recharger plus rapidement. Et puis bien sûr au niveau du design, classique Xperia, certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Alors côté design, le Z5P, on va l'appeler Z5P, c'est plus simple. C'est un terminal qui est honnêtement assez simple. Je dirais même basique en toute franchise. En fait, il utilise des matériaux qui sont assez intéressants. On a du verre à l'avant et à l'arrière. Cela étant dit, sur les tranches, ça va être du plastique. Alors, je dis pas que ça fait pas bas de gamme, loin de là, mais c'est vrai que moi, je m'attendais personnellement à quelque chose de plus sympathique sur un terminal qui coûte quand même 800 € nu. Bien sûr, le prix va sûrement baisser avec le temps, mais à la sortie, c'est 800 € pour ce terminal qui est vraiment très haut de gamme. Moi, j'ai été juste un peu déçu et je trouve que en termes de design, là, Sony cette année, c'est pas vraiment ça. On a des appareils qui, je sais pas, ressemblent à pas grand chose. Alors oui, il a de la gueule quand même. Hein, je veux dire, pour un terminal haut de gamme, c'est costaud, mais j'aurais espéré un peu plus d'originalité au niveau du design. Bon, cela étant dit, qu'est-ce qu'on a? Là où on a la LED de notification, caméra frontale, quelques capteurs sur le côté, enfin juste ici. La touche on-off verrouillée déverrouillée qui fait également office de scanner d'empreinte digitale comme sur le Z5 et le Z5C. Vous pouvez poser votre doigt dessus, ça permet tout simplement de détecter votre empreinte pour sécuriser le terminal. On a la touche de gestion du volume et le bouton dédié pour l'APN, ce qui est toujours pratique. Sur ce côté-là, vous voyez pas très bien avec la lumière, mais on a le port micro USB. Là, un emplacement pour mettre une lanière. À l'avant, je vous ai pas montré, mais vous avez aussi les doubles haut-parleurs frontaux. Alors, hop, double haut-parleur frontal, ça se passe ici et ici. Voilà, ça se voit assez mal. Et en haut, vous avez le jack 3.5 mm. Et à gauche, vous avez le logo Xperia sur la tranche, hein, comme sur les autres terminaux. Et ici, paf, une petite trappe dans laquelle vous avez à la fois la micro SD et la nano SIM. C'est un petit tiroir dans lequel vous pouvez mettre les deux. Si je l'enlève, en fait, ça va reboot le terminal, donc je préfère ne pas le faire là. Et là, ici, vous avez l'APN, le flash LED, petit emplacement qui indique où se trouve la puce NFC, et puis ça va être tout pour le design de ce terminal. Côté ergonomie, bah écoutez, c'est un grand terminal, c'est un smartphone de 5.5 pouces, donc on va pas se mentir, hein, c'est pas évident de le manipuler à une main notamment. Cela étant dit, bon voilà, on commence à s'habituer peut-être à tous ces appareils de très très grande taille. Vous l'utilisez à deux mains, vous pouvez éventuellement utiliser une partie de l'interface à une main. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Il est relativement bien optimisé, je veux dire les bordures sur les côtés sont pas énormes, mais on a quand même des zones en haut et en bas qui sont assez importantes, d'autant plus que les boutons sont intégrés dans l'interface, ça fait que cette zone là entre guillemets elle sert à rien. Donc voilà, je veux dire, vous aurez toujours des difficultés à l'utiliser à une main, mais ça, je pense qu'il faut juste partir du principe quand vous achetez un appareil de plus de 5.2 pouces, on va dire, et même à partir de 5.2 pouces, ça peut être compliqué s'il est mal optimisé, eh bien vous aurez du mal à l'utiliser à une main. Faut juste partir de ce principe-là, et à partir de là, normalement, vous êtes tranquille. Cela étant dit, les boutons sont bien placés, je trouve qu'ils sont assez faciles à utiliser. Le volume est un peu bas, bien sûr, hein. Enfin là, sur ce terminal-là, c'est vraiment flagrant. Mais c'est la même chose sur le Z5C et sur le Z5 classique.
y a eu des changements de design que moi j'apprécie pas trop hein, sur les derniers, vous l'avez compris, mais bon. Donc le bouton là ça va, là le volume un peu bas, et le bouton qui est ici bien sûr c'est compliqué, mais ça s'utilise de toute façon comme ça. Et après le bouton de zoom ici, qui est bouton de volume bien sûr, s'utilise assez bien quand vous utilisez l'appareil photo. Difficile de parler de ce terminal sans s'attarder un petit peu sur l'écran, bien sûr c'est l'élément qui met vraiment en avant. Sony met en avant son écran 4K, IPS LCD, Triluminos X-Reality, ok. Au-delà de ça, il y a plusieurs questions. La première, c'est d'un, est-ce que l'écran est bon? Ça, je vais y répondre. Et de deux, quel est l'intérêt de l'écran 4K? Donc, je vais essayer de répondre à ces deux questions-là. La première, c'est au niveau de cet affichage, on a quand même des couleurs, je trouve, qui sont justes. On a des blancs qui sont plutôt fiables également. J'ai pas trouvé qu'il était si froid que ça, ou voilà... Ça tire légèrement vers le bleu, là vous le voyez peut-être d'ailleurs, c'est peut-être un peu amplifié par la caméra. C'est légèrement bleuté mais c'est pas vraiment gênant. Et quand vous allez sur vos sites préférés, vous regardez, ça c'est un bon test hein, d'ailleurs, mais allez sur vos sites préférés sur lesquels vous connaissez bien les couleurs sur un écran calibré, regardez avec votre smartphone et vous verrez si les couleurs sont plus chaudes, plus froides généralement, si vous avez un peu de mémoire visuelle on va dire. Les noirs par contre, hein, classique chez Sony quand on est sur des appareils IPS LCD, on a des noirs qui sont quand même assez lumineux. Là je suis pas à fond de la luminosité du terminal, mais vous le verrez peut-être si je passe sur un cliché un peu noir. J'ai dû les passer au début, mais c'est pas grave. Mais voilà, les noirs sont plutôt lumineux. Là vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra, on n'est pas sur de l'OLED où effectivement là on a des noirs profonds. Les couleurs par contre, je veux dire les images sont bien contrastées, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que si vous cherchez les noirs les plus profonds, ce sera pas forcément sur ce type de technologie. Alors à côté de ça c'est un classique, hein, mais quand vous allez dans les paramètres, vous avez 3 modes d'écran. Là, il est en mode X-Reality for Mobile activé, c'est le mode qui est proposé par défaut sur ce terminal. Vous pouvez également le désactiver, ce qui rendrait à peu près comme ça sur une vidéo ou une image dans la galerie. C'est pas des modifications qui sont valables dans l'interface, c'est juste des modifications qui seront valables, je sais pas sur le web, mais en tout cas dans la galerie, dans vos photos et de vos vidéos, vous aurez ce mode-là. Donc en gros là, ça rend les couleurs un peu plus vives, ça révèle un peu les détails si vous avez envie, et là ça accentue encore plus. Je le recommande pas spécialement, mais vous pouvez tester les 3 modes, histoire d'avoir le rendu qui vous convient le plus, en fonction de vos besoins et de vos usages bien sûr. Alors côté finesse d'affichage, ok, donc on est en 4K, 806 ppi, on est très élevé, bien sûr quand vous regardez à l'œil nu, eh bien... Écoutez, c'est super fin, c'est très sympa, il n'y a pas de problème, la lecture est très agréable de fait. Quand on regarde des vidéos qui ont été filmées au moins en 2K ou 4K éventuellement, eh bien, effectivement, c'est joli. Alors oui, c'est plus... Moi, je pense qu'il y a 2 axes pour cette décision de Sony. La première, c'est du marketing pur et dur, c'est de la communication, c'est regarder... C'est toujours hein, la conquête de la plus grosse, c'est celui qui a la plus grosse, celui qui va pouvoir occuper le plus d'espace médias pendant les événements. Et quand ils ont annoncé ce terminal là, eh bien oui, c'était le premier smartphone avec un écran 4K, blablabla. Ok, donc ça c'est la première raison, mais ça nous intéresse pas, ça intéresse que Sony a priori, et les boutiques qui vendent des produits. De l'autre côté, il y a pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur, oui, vous avez une bonne finesse d'affichage, mais moi je pars du principe que à partir de 1080p, même sur un 5,5 pouces, vous serez bien. C'est plus une vision peut-être pour l'avenir et éventuellement pour tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous mettez votre terminal dans un masque et vous pouvez vraiment apprécier la finesse d'affichage parce que vous avez le terminal à 5 cm de vos yeux. Ça peut avoir un intérêt également. Et c'est aussi pour voilà tous les contenus 2K, 4K qui pourraient arriver et qui sont déjà un peu diffusés, mais il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Pour moi, c'est ces 2 aspects-là. Pour le reste, actuellement, ça a strictement aucun intérêt. Et moi, je pense que si vous achetez ce terminal uniquement pour le 4K, à part si vous avez une très bonne raison, je pense que c'est pas l'argument principal qui doit être dans votre liste des priorités pour cet appareil. Ce serait plutôt à la limite un grand écran qui est de bonne qualité certes, mais c'est pas cette définition qui est très élevée. N'oubliez pas que c'est aussi ça qui fait que l'appareil coûte 800 €, ce qui est quand même un tarif vraiment important. On va passer ensemble dans les fonctionnalités de ce terminal. C'est un appareil qui tourne sur Android 5.1. Lollipop. Après, c'est la surcouche classique de Sony qu'on se tape, entre guillemets, hein, parce que je veux dire en soi elle est pas mal, mais qu'on a quand même depuis quelques années.
Et bon, il serait peut-être temps de commencer à proposer des nouveautés. Il y a quelque chose de bien dans l'appareil photo, c'est souvent dans l'appareil photo qu'il y a les innovations logicielles. Mais sinon voilà, donc là on a les paramètres avec le système de thème que vous retrouvez ici, vous pouvez en télécharger des nouveaux sur une plateforme. Les options d'affichage, je vous ai montré ça, on a l'option pour l'utiliser avec des gants, etc. C'est des trucs qui sont devenus quasiment standards. Le menu des applications avec possibilité de trier, le multitâche qui fonctionne de cette façon-là, avec les micro-applis bien entendu, qu'on trouve chez Sony depuis déjà un bail. La composition de numéros, les contacts qui sont accessibles également là-dedans, on a tout ce qui est messagerie, enfin message on va dire plutôt, avec un clavier qui est honnêtement vraiment sympathique, il n'y a rien à dire là-dessus, il marche bien, et puis comme d'habitude sur Android, si vous ne l'aimez pas, vous pourrez le remplacer par un autre. Le fameux lecteur musical, hein, chez Sony on a toute une suite de logiciels qui permet de gérer vos fichiers multimédia. Et là ici, ça ressemble à ça, elle est assez bien faite. Vous avez des onglets, vous défilez sur les côtés de cette façon-là. Vous lancez ensuite un morceau. Voilà. Toc. Vous avez la pochette en grand, enfin je veux dire ça marche vraiment très très bien, il n'y a aucun problème. Le haut-parleur, on va en parler dans un instant, je vais devoir vous mettre un morceau qui est pas copyrighté pour pas avoir de problème avec monsieur YouTube. Du coup ce sera pas très intéressant mais c'est pas dramatique. Alors, double haut-parleur frontal. Ça c'est déjà sympa parce que ça veut dire que comme l'appareil a le dos plat, sur ces terminaux avec le dos plat, si le haut-parleur est derrière, ça pose problème. Généralement ils mettent des petits reliefs mais c'est jamais très intéressant. Donc là à l'avant déjà on a un son qui est pas obstrué, donc ça c'est cool. Première chose. Deuxième chose, la qualité du son est plutôt bonne, même très bonne. Par contre je trouve pas que le volume soit impressionnant. C'est pas forcément un problème pour tout le monde, je pense. On a un volume qui est moyen plus. On pourrait avoir un poil plus, par exemple chez HTC quand on a Boom Sound, qui tend d'ailleurs à disparaître chez HTC, mais quand on a du Boom Sound, on a un volume qui est quand même supérieur. Là, on a quelque chose qui est bien, honnêtement très bien, mais qui pourrait être un poil mieux, surtout sur un appareil à ce tarif-là. Sinon, pour l'interface, vous avez vu, ça marche très très bien. J'ai testé le jack, il fonctionne bien avec les casques, j'ai testé certains de mes écouteurs, on a une bonne qualité de son, donc moi j'ai pas, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il y a même des petits réglages que vous pouvez faire dans les paramètres du lecteur audio pour un peu jouer sur la qualité sonore, voir ce que vous préférez. Alors là, ça c'est la galerie, vous avez différents tris, même une bonne quantité de tris pour accéder à vos fichiers, donc par exemple les lieux, directement sur format dossier, ce qui peut être pratique si vous avez importé par exemple des fichiers à travers des dossiers directement sur la mémoire du terminal, qui est de 32 Go. Alors 32 Go sur le papier, on ira voir dans les paramètres si j'oublie pas. Donc voilà, vous naviguez parmi vos clichés de cette façon-là et vous avez quelques possibilités d'édition. Par exemple, une application dessin, un éditeur de photos. Vous pouvez créer des petits autocollants. C'est un truc que j'ai pas encore lancé, donc je découvre, mais c'est pas grave. On va regarder ça rapidos du coup. Forme libre, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer un truc, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ça découpe l'image, on peut mettre un contour, ok. Et ensuite qu'est-ce que j'en fais? Ça a l'air bien. Ça a l'air rigolo. Ok, j'ai créé une sorte de petite image découpée. Ça me fait penser un peu à Knuckle Sense peut-être, mais en plus... peut-être en plus complet. Ok, d'accord, des petites options de personnalisation. Rien que vous pourrez pas forcément trouver sur le Play Store, mais c'est souvent sympa. Et puis après, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Le lecteur vidéo, bien sûr, qui distingue les vidéos filmées en 4K. Donc là, vous les voyez avec la mention 4K. On regardera ça un petit peu plus tard. Ensuite, je vais passer très très rapidement parce que c'est... Honnêtement, cette interface-là, avec ces applications-là, ça fait peut-être 20 fois que je les passe en revue. Je pense que pour les habitués de la chaîne, vous la connaissez déjà, mais je vais quand même passer rapidement, mais en surface. Donc là, le web, moi j'utilise Chrome, et c'est de toute façon le seul navigateur qui est proposé par défaut, qui est très très bien. Il n'y a rien à dire. Grand écran, bonne densité de pixels. Honnêtement, pour le web, c'est génial. Ce terminal est génial pour la navigation web, c'est une certitude. Et en plus, les performances, comme vous pouvez le voir, sont clairement très très bonnes, donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, tout ce qui est What's New, Social Life, Lifelog, Party Share, Track ID, tout ça, je vais vous dire vite fait ce que c'est sans rentrer dedans. What's New, c'est un agrégateur de différents contenus,
La météo, ça c'est voilà. Social Life, c'est un agrégateur plutôt de réseaux sociaux. Ça va vous permettre de trouver plutôt des applications, des contenus à installer sur votre terminal qui sont agrégés, sélectionnés par Sony. LifeLog, c'est une application qui permet de traquer vos activités au quotidien, notamment qui se met en relation avec le bracelet de tracking de Sony Movie Creator qui permet de faire des petits montages, dessins, vous pouvez dessiner sur l'image, modifier une photo, ce genre de choses. Track ID, c'est en gros c'est Shazam, ça permet de détecter un morceau. Party Share, ça permet de créer un groupe avec d'autres personnes qui peuvent rejoindre ce groupe-là et mettre des morceaux de musique. Et notamment, si ce terminal-là est connecté à une enceinte, eh bien, tous vos amis vous envoient leurs morceaux et pendant une soirée, il y a une playlist communautaire, on va dire. C'est plutôt cool. Et c'est à peu près tout. Ça, c'est juste pour ces applications très rapidement. Après, pour vos mails, vous avez différentes possibilités. Soit vous utilisez le client Gmail classique, qui d'ailleurs permet de configurer de plus en plus de comptes maintenant, donc en soi il n'y a aucune obligation d'utiliser celui-là, mais il est assez bien fait, comme vous pouvez le voir, ça respire assez bien. Toc, on va faire quoi, genre si je rentre là-dedans, on a le mail HTML, là il n'a pas chargé complètement, mais il faut autoriser l'affichage des images, ce que je n'ai pas fait. Et là on peut répondre à son mail, ces notifications qui apparaissent là-haut, il y a un widget potentiellement si vous avez envie d'en configurer un, enfin bon, je veux dire c'est le classique. Hein. L'agenda qui est pareil, c'est-à-dire qui respire beaucoup, peut-être un poil trop, je trouve que je sais pas, il n'y a pas assez de... La gestion de l'espace est peut-être un peu étrange. Mais cela étant dit, c'est quand même agréable, vous pouvez le connecter à LinkedIn si vous avez envie, plutôt pour les professionnels. Hein. Donc voilà, ça c'est bien. Et vous avez vu, hein, c'est l'interface vraiment qui reprend Material Design avec ce genre de bouton pour coller à vraiment l'approche Lollipop. La météo qu'on connaît déjà, et puis on va regarder rapidement l'appareil photo. Je regarde juste peut-être avant, voilà, la calculatrice, c'est pas très intéressant. Il y a autre chose qu'on veut voir ici. L'Xperia Lounge, ça nous intéresse pas. Il y a quelques applications préinstallées, hein, les jeux Gameloft, Kobo, AVG Protection. La boutique Amazon, je sais pas si c'est moi qui l'ai installé ou pas, mais je crois que c'est eux. Et Dropbox, Facebook, Spotify aussi. Donc tout ça, moi j'ai un peu envie de dire, Sony, s'il te plaît, on installe les applications qu'on veut. Moyennant quoi, sauf erreur de ma part, on peut a priori les désinstaller si on a envie. Donc bon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au niveau de l'interface photo et vidéo, là on a quelques petits changements, alors rien d'incroyable, mais on se retrouve avec une interface qui change quand même régulièrement chez Sony. Ils expérimentent depuis quelques années, et c'est bien, mais on retrouve quand même les mêmes fonctions avec, là pour le coup, une petite nouveauté qui est assez sympathique, c'est le mode manuel, juste ici, dans lequel vous allez pouvoir accéder de manière indépendante comme ça à la balance des blancs, à l'exposition. Là vous avez différentes scènes également. Alors c'est pas un mode manuel comme on a l'habitude de voir de plus en plus, je dis habitude mais c'est pas vraiment ça, mais de plus en plus souvent on trouve des modes manuels réellement manuels. Chez HTC, sauf erreur de ma part, Motorola, Huawei, Samsung, des modes où vous pourrez régler plus de choses que ça. Donc là le manuel, attention, c'est sympa, c'est implémenté différemment qu'avant, mais on retrouve à peu près les mêmes options. Mais c'est pas aussi complet que certains concurrents. Ensuite vous avez automatique supérieur qui va détecter la scène directement. Donc là par exemple il devrait se mettre en mode macro. Alors bon, je sais pas si ce sera écrit. Voilà, en bas à droite, il y avait, voilà, vous avez peut-être vu rapidos, j'avais mis quelque chose de près et du coup il a détecté que c'était le mode macro qu'il fallait activer et du coup il va optimiser la capture photo automatiquement, vous n'aurez rien à toucher vous-même. Ensuite le mode bien sûr vidéo que vous pouvez déclencher à part, donc filmer en Full HD 30 fps ou 60 fps, qui est plutôt sympatoche. Et bien sûr vous pouvez filmer en 4K, alors j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient comme ça, mais le 4K c'est dans les modes à part, c'est pas dans la définition de la vidéo. Pour moi ça n'a absolument pas de sens, mais c'est pas grave. Donc c'est un mode spécial à aller chercher ici, puis après vous pouvez utiliser le créateur d'autocollants. Il y a plein de modes, ça c'est le petit truc sympa, c'est quelque chose qu'ils expérimentent depuis des années, mais qu'on apprécie toujours autant. Donc par exemple, là il va dire quoi, tapez ici pour ajouter un appareil, voilà, on peut capturer des photos avec plusieurs terminaux en même temps, et hop, j'ai quitté l'APN, c'est top. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Différents styles de portrait, des effets créatifs, on peut créer une vidéo time shift, on peut faire une photo avec un petit peu de son enregistré en même temps, enfin je veux dire, vous avez pas mal de trucs, j'ai pas testé ça, c'est quoi? Ça va être en mode selfie, je pense. Oh, ok. Orienter l'appareil photo vers un visage. Bon, on va essayer ça vite fait. Voilà. Et donc, quoi? Je vais avoir une... ok.
Est-ce que la bouche s'ouvre ou pas? Hein? Ouais. Ok, donc c'est un... Super. C'est génial. Voilà, on va regarder ça. Je suis... Non, merci. Toujours. Je suis un lion. Ah, c'est pas si mal implémenté, ça sert à rien, mais c'est vrai que sur par exemple Snapchat, il y a ce genre d'effet un peu rigolo et les gens apprécient toujours. Et moi j'admets, je suis assez friand de ce genre de conneries. Donc voilà, et puis ensuite après vous passez en mode 4K et vous pouvez enregistrer en 4K. Alors vous avez le petit warning qui va bien et il est pas pour rien. Il n'est pas là pour rien, on va dire. Si l'appareil chauffe, l'appli risque de se fermer en cours d'utilisation, tout simplement parce que c'est un terminal qui chauffe moins que je trouve certains Xperia, parce que le 810 a l'air à peu près bien géré, comme sur le compact d'ailleurs. Mais il chauffe quand même un peu, et notamment en capture 4K où potentiellement vous arriverez à un terminal bien sûr qui chauffe et du coup va fermer l'application, ce qui peut être un peu pénible. La capture 4K, on va en parler dans un instant et on va également parler bien sûr de la qualité photo et vidéo. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Et vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de parler de performance et d'autonomie. C'est vrai que pour l'enchaînement, là, c'est pas trop mal, photo et vidéo. Alors, en photo, moi de jour, je trouve que c'est pas mal, c'est même plutôt bien. On va regarder ça ensemble comme ça. Je vous inviterai à regarder les échantillons postés sur testmobile.fr. Vous avez quand même un mode automatique qui va arriver à s'activer, notamment pour le mode HDR, là, qui va bien gérer ce genre de scène qui est pas facile à prendre, hein. Souvent, on a un ciel qui est soit brûlé, soit un manque de détails au niveau de ce genre d'éléments ici, soit, enfin, il y a toujours un truc qui va pas, et là, pour le coup, et bah, tout va bien. Donc ça, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai pas trop, honnêtement, là, vous le voyez sur petit écran, plus amplifié avec X-Reality, mais moi, en regardant sur mon écran à moi calibré, je suis pas impressionné. Et malheureusement, ça fait quelques années que je suis pas impressionné par Sony au niveau de l'appareil photo. Notamment du fait que Sony le met réellement à chaque fois en avant en disant oui, c'est le meilleur appareil photo sur smartphone, etc., etc. Et à chaque fois, je dis bah non, c'est pas le meilleur appareil photo sur smartphone. Cela étant dit, de jour, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Les couleurs sont fiables. Par contre, si vous avez un petit peu de lumière, un peu trop de lumière, il va avoir du mal peut-être à gérer parfois ce genre d'éléments. Ça va rendre le cliché peut-être un peu pâle. Donc à vous de voir comment vous gérez ça. Le focus se fait rapidement. Par contre, en fonction des scènes, par exemple, quand j'ai capturé cette photo-là, là où on avait le mode contre-jour en fait qui s'est affiché, eh bien écoutez, il y a bien eu 2-3 secondes de traitement post-capture. Ce qui a fait finalement que j'ai dû attendre avant de capturer ma seconde image. Alors c'est pas gênant dans mon cas parce que j'avais rien à enchaîner juste après. Mais si vous prenez votre enfant, votre chien, n'importe qui en photo qui se déplace assez rapidement et vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez vraiment besoin de prendre la photo rapidement, eh bien ça peut être un peu compliqué parfois si le traitement prend 2-3 secondes constamment. De nuit, moi est-ce que j'ai quelques clichés peut-être à vous montrer. Ouais, voilà, ça va être plus ici. Donc là, de nuit, moi personnellement, je suis absolument pas impressionné. Je suis déjà pas impressionné trop par 2 jours, mais de nuit, c'est pire. Les couleurs sont décentes, mais la balance des blancs tire là, en tout cas, un petit peu sur le jaune. Ce qui est souvent le cas de nuit, mais là, la balance des blancs n'a pas été vraiment faite. Le cliché pas défini, tout est brouillé. Même là, on est en intérieur, mais vous le voyez pas forcément très bien, mais c'est pas net. Ça va pas. Voilà, c'est des chaussures, c'est très intéressant, mais je bougeais pas pour prendre le cliché et c'est complètement brouillé, c'est limite flou. Et ça, c'est pas ce que j'attends d'un appareil aujourd'hui de ce type de gamme qui coûte de surcroît vraiment cher, hein, on est d'accord. Voilà, ce genre de scène qui est pas franchement dur à prendre. Je veux dire, on a un peu de lumière, enfin, voilà, c'est pas évident, mais c'est quand même pas bien dur. On se retrouve avec un rendu qui est vraiment pas top. Et donc voilà, moi je suis un peu déçu de toute façon par cet appareil au niveau de l'appareil photo de nuit. De jour, c'est un peu mieux. Et puis ensuite, on va passer rapidos sur tout ce qui est vidéo. J'ai capturé en 4K, je mettrai ça sur YouTube, vous verrez. On va l'ouvrir de cette façon-là. Alors le son ça sert à rien. Le son enregistré est pas mauvais. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Et notamment si vous parlez, vous aurez plutôt une bonne qualité. Donc là j'ai testé dans des conditions où il y avait à la fois un manque de lumière et puis on est de jour, donc on peut accéder à un peu plus de lumière. Vous le verrez si vous regardez l'échantillon. Et honnêtement, alors ouais, j'ai regardé ça sur mon écran, je suis en Full HD. Donc peut-être que
Il y a un côté peut-être un peu brouillé du fait que je sois pas en 2 ou 4K. Mais très honnêtement, j'ai pas trouvé ça impressionnant. Et c'est pas que au niveau de la netteté. Parce qu'à la limite, si c'était que la netteté, je me dirais, ok, j'ai pas le matériel adéquat. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de filmer en 4K? Mais c'est plus au niveau de vraiment de la... Vous voyez là, par exemple, il y a eu ce genre de petits trucs au niveau du capteur. Des petits effets de mauvaise gestion de la lumière. Au final, l'image est un peu pâle, ça manque de contraste. Et pourtant là, on est en X-Reality, donc c'est un peu amplifié pour vous. Mais sur un écran sur un écran calibré, c'est pire. Et je sais pas, moi je suis pas, encore une fois, je suis pas impressionné. C'est comme pour la qualité photo, c'est-à-dire que c'est bien de jour, de nuit, c'est tout aussi mauvais, enfin très 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 moyen de nuit en vidéo. Et la 4K, bah c'est cool, mais très honnêtement, enfin j'en vois pas l'intérêt comme ça. Après, c'est bien de pouvoir produire des contenus 4K pour votre téléviseur, par exemple. Mais dans ce cas-là, j'aurais bien aimé que le capteur soit un poil meilleur. Moi, je suis un petit peu déçu. Et au global, voilà, ça c'est, vous l'avez compris, mon avis global sur ce téléphone-là, d'un point de vue photo et vidéo, c'est, bah, on n'est pas encore au niveau, et c'est pas ce que j'attends d'un appareil de très haut de gamme, on va dire, enfin, surtout chez Sony, qui est quand même réputé avec ses capteurs pour pondre des APN qui sont quand même pas mauvais. Bon, et puis côté performance, il n'y a aucun problème, hein, on a affaire à un appareil qui est vraiment bien équipé. Hop, voilà. Ça vous permettra de réaliser les meilleurs scores sur asphalte. Voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Chez Test Mobile. Moi aussi, voilà, je dirais qu'en jeu, il y a un intérêt aussi. C'est l'écran, bien entendu. La qualité, du coup. En plus d'avoir de bonnes performances, vous aurez un jeu qui sera exploité au maximum sur tous les fronts. Ce qui est toujours sympathique. Et puis au niveau du reste des perfs, vous l'avez à peu près vu pendant ce test, hein, je veux dire l'interface en soi ça tourne très bien, le web ça tourne bien, la PN est réactif, il y a juste un traitement qui peut être un peu long, mais pour la totalité, pour tout ce que vous allez faire au quotidien, c'est un appareil qui va pas vous décevoir en termes de performance. Et pour ceux et celles que ça intéresse, c'est un appareil qui score 65 000 points sur un Antutu V6, donc c'est plutôt élevé. C'est un peu moins élevé que les tout derniers haut de gamme et certains terminaux qui envoient du lourd. Mais les benchmarks font un peu attention au score, hein. Mais on est sur un score très très élevé, donc on est bien globalement. Bon, et puis côté autonomie, et puis chauffe également, j'ai pas trop parlé de chauffe, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ce que je vous disais, c'est qu'il chauffe moins que ce qu'on a déjà vu chez Sony, ce qui est tout à fait vrai. Cela étant dit, c'est un terminal qui va quand même chauffer. Là, par exemple, il a tourné un petit peu. On va sentir une petite chaleur ici. C'est pas dramatique, mais tout de même, j'ai eu moins de problèmes que certains anciens Sony quand, par exemple, on utilise de manière prolongée l'appareil photo. J'ai pas eu trop de messages d'erreur, mais ça peut arriver, donc à prendre en compte. Côté autonomie, bah écoutez, prenez peut-être un chipset gourmand, prenez également un écran qui est extrêmement gourmand forcément, et vous vous retrouvez avec une autonomie qui est tout à fait décevante, on va dire. Alors, il y a deux axes, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va vous offrir une journée d'autonomie si vous l'utilisez de manière modérée. Moi, je pars du principe que si aujourd'hui vous avez envie de dépenser 800 € dans un smartphone avec un écran de taille énorme et un densité de pixels de psychopathe, c'est que vous aurez envie de l'utiliser pour autre chose que juste passer des appels et l'utiliser comme presse-papier. Donc, je dirais que l'autonomie est mauvaise par rapport à ça. Maintenant, effectivement, vous aurez généralement votre journée à part si vous l'utilisez. C'est étrange, hein, mais oui, parce que c'est un appareil qui va consommer beaucoup en jeu en 3D, qui va consommer beaucoup quand l'écran est allumé. Là, je vous montre c'est un exemple type, mais moi, ce que j'ai eu, donc c'est une journée, rarement plus, et souvent moins. Et là, quand vous regardez cette courbe, c'est la courbe d'utilisation du terminal depuis que j'ai commencé à faire la vidéo. Donc ça, c'est depuis ce matin. J'ai lancé 2-3 enregistrements vidéo, mais rien d'incroyable, c'est juste que l'écran était allumé. Donc on a pris quoi, 20, ouais, on a pris 20% en quoi même pas une heure, hein, plutôt, ouais, allez, une heure, allez, on va lui dire une heure, 20% une heure en utilisation pseudo-intensive, mais pas réellement. Je l'ai rechargé vaguement en le chargeant en USB, et ça, c'est depuis que je le teste, là c'est la durée de la vidéo.
Donc depuis que j'ai lancé la vidéo, on a perdu 10% en quoi, ça fait 30 minutes que j'enregistre. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Si vous utilisez, et j'ai testé aussi en jeu en 3D, là par contre ça part plutôt, vous perdrez 20 à 25% pour une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu. Donc voilà, c'est un fait. C'est un fait que si vous comptez réellement l'utiliser comme un smartphone haut de gamme, eh bien vous aurez une autonomie qui est vraiment médiocre. Vous aurez besoin de le recharger en fin de journée si vous voulez sortir, ce genre de choses. Et ça, c'est inacceptable. Si vous l'utilisez de manière plus légère, comme vous l'aurez compris a priori, eh bien vous aurez une meilleure autonomie. Mais c'est loin d'être acceptable pour un appareil qui coûte 800 €. En tout cas, c'est mon avis. Ok, alors résumons. Le Z5 Premium, c'est un appareil avec un design banal, mais à peu près réussi. En tout cas, il est premium et il est certifié IP68. Ça veut dire que vous pourrez le balancer dans l'eau, il n'y aura aucun problème. Bien sûr, fermez quand même les différents caches. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins d'ailleurs, ce qui est bien, mais fermez quand même le cache sur la gauche. Donc ça, c'est la première chose. L'écran, il est très bien. Moi, je trouve pas qu'il soit parfait, mais il est très bien. Il est agréable, une excellente netteté, bien entendu, de par la définition 4K, qui est impressionnante. Cela étant dit, moi je trouve que cette densité de pixels n'apporte pas grand chose. On pourrait être en 2K, voire même en Full HD. Allez, 2K sur un 5.5, ce serait cool. Voilà. Moi j'aurais préféré à la limite ça. Mais bon, il y a une prouesse technologique, Sony a souhaité le faire, ça a été fait. Quel intérêt? Je ne sais pas. Enfin, je vous l'ai expliqué pendant le test, mais moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, les performances. Excellente, aucun problème par rapport à ça, vous aurez un smartphone qui est très performant, qui est très bon, réactif, c'est ce qu'on attend sur un appareil haut de gamme. L'appareil photo de jour, pas mauvais, loin d'être excellent, mais loin d'être mauvais, donc ça c'est plutôt un plus si vous voulez filmer de jour, prendre des photos de jour. De l'autre côté, on a une autonomie qui est, que je qualifierais de médiocre par rapport à la gamme, qui est moyenne par rapport à l'ensemble des smartphones, mais on s'attend beaucoup mieux sur un appareil, encore une fois, de ce type de gamme. Le design, comme je disais, pas très intéressant, mais bon, ça c'est, je le mets entre parenthèses dans les points négatifs. C'est moi, je trouve que personnellement, je suis déçu par ce design. Je suis déçu par le design des nouveaux Z5, Z5, Z5C et Z5P. Mais c'est mon avis, à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment une question de goût. Et puis l'appareil photo de nuit, vidéo photo, pas incroyable de nuit, classique Sony malheureusement. Alors, concrètement, moi tout ce que j'ai à se dire sur cet appareil, c'est que autant j'ai été plutôt positif sur le Z5C. Le Z5 je l'ai pas encore testé, mais j'imagine qu'il est à peu près similaire. Là pour le coup, ce produit je sais pas trop s'il faut le conseiller. C'est-à-dire que d'un il va vous coûter très très cher, de deux l'écran qui d'un va flinguer l'autonomie, de deux va faire augmenter ce prix, n'a pas trop d'intérêt. Qualité photo vidéo est pas incroyable. Et puis ce design qui est pas incroyable non plus, l'autonomie comme je disais qui est pas géniale. Il lui reste quoi? Un écran qui est intéressant mais la définition est pas nécessaire mais quand même intéressante. Donc on va dire voilà, il a l'écran pour lui, il a les performances, le IP68, l'interface qui est intéressante avec quelques fonctions cool, mais aujourd'hui tous les smartphones sur Android ont des fonctions intéressantes au final. Presque, à part ceux qui jouent vraiment la carte de l'Android brut. Là, on a quand même quelque chose d'intéressant, mais qui commence à dater, entre guillemets. Donc, moi, aujourd'hui, je suis pas impressionné par cet appareil. Je suis pas impressionné par les arguments marketing de Sony. Donc, je le conseille pas spécialement, même si en soi, c'est pas un mauvais smartphone. C'est juste l'autonomie qui est vraiment déplorable. Et à côté de ça, moi j'espère simplement que Sony arrivera à nous faire rêver un petit peu plus pour les prochains salons, que ce soit le CES et le MWC. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le Z5P. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, partagez la vidéo, faites ce que vous voulez avec les vidéos d'ailleurs. Et puis moi je vous dis à bientôt, allez salut.